Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, quelques petites informations, j'aimerais aussi revenir sur les performances de Lionel Messi. Voilà ce qu'on a au programme aujourd'hui qui est quand même assez chargé. Alors commençons directement avec une information qui concerne les jeunes. Ils étaient évidemment en lumière durant le mois de janvier, là tout le monde est un petit peu de retour. Xavi Simons était par exemple en tribune ce week-end, les autres non convoqués. Et il y a une information concernant le jeune néerlandais. On rappelle évidemment qu'il est en fin de contrat en juin prochain et que le dossier de la prolongation aujourd'hui est un petit peu en suspense. On ne sait pas trop ce que va faire Xavi Simons. Michu, il est coffré, pour ceux qui se demanderaient. Alors c'est une information de Jamel56 qui a fait ses preuves sur Twitter. En termes d'informations concernant les jeunes, c'est top, c'est pour ça que je le cite. Il nous dit que le dossier n'est pas perdu pour le PSG. Le joueur prend son temps et veut observer. Du côté du club, on aimerait lui montrer qu'il a une vraie place en fait à se faire et qui lui est tout simplement attendu dans l'effectif. Maintenant, on l'a vu en Ligue 1 lors de ses débuts, il y a un déficit, un décalage. Parlons pas de déficit, ce serait un petit peu trop dur. Un décalage entre le monde des U19, des jeunes plus généralement, et évidemment la Ligue 1, qui plus est un championnat assez rugueux où les mecs n'ont pas peur de venir tout le temps au 1 contre 1, te serrer, épaule contre épaule, faire des fautes, beaucoup, on va le voir plus tard dans la vidéo. Donc ça on l'a vu, Xavi Simons, il va y avoir un petit temps d'adaptation. Techniquement, il est très bon parce que simple, fluide pour le jeu du PSG et parce qu'il a du caractère aussi. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques, à se projeter aussi par ses mouvements. Il n'ose pas trop centrer, lancer en profondeur, faire des passes risquées. Par contre, en termes de mouvement, il bouge beaucoup, il fait les contre-efforts, il lance le pressing et aussi, il fait aussi beaucoup d'appels verticaux. Voilà, dans les intervalles, pour aller chercher la profondeur, recevoir le ballon lancé. C'est très bien de la part de Xavi Simons. Voilà un petit peu l'état des lieux. Ici, on espère évidemment qu'il va prolonger, mais on en profite pour faire un petit lien avec tous les autres, parce qu'on sait très bien aujourd'hui pourquoi les jeunes ne sont plus sur le terrain depuis que tout le monde est de retour. Parce qu'on préfère jouer les Draxler, les Wijnaldum. Alors, j'aimerais justement parler de Wijnaldum. Il a encore fait un match catastrophique contre Nantes, mais il est complètement perdu. Là, il n'y a pas d'autre mot. Physiquement, il apparaît complètement cramé, ce qui est quand même assez paradoxal quand tu sais qu'avant, il était titulaire à Liverpool, il enchaînait dans un championnat très intense, le plus intense du monde, et que là, en Ligue 1, le mec se fait bouger par n'importe qui. Ensuite, au niveau des courses, bien sûr, il est toujours en retard. Voilà, soit parce qu'il va trop haut, soit parce qu'il est trop bas, soit parce qu'il a le mauvais timing. Le rôle qu'il a avec l'équipe des Pays-Bas, évidemment impossible de l'avoir au PSG. Faut qu'il se cantonne tout simplement à rester derrière les attaquants. Et ça, c'est très compliqué. En début de saison, on avait déjà un petit peu élucidé les problèmes d'adaptation parce qu'il venait d'une équipe qui est très organisée, dans laquelle chacun a sa consigne, chacun sait ce qu'il doit faire. Et une fois que tout le monde fait bien ce qu'il a à faire, on peut entrer dans le dépassement de fonction. Et là, évidemment, les exploits individuels, le talent de chacun entre en jeu. C'est comme ça que fonctionne le Liverpool de Pochettino. Là, c'est pas du tout comme ça. Tu es un petit peu livré à toi-même. Surtout qu'en plus, il est arrivé dans un milieu où ça bouge tout le temps. Il n'y a pas vraiment de régularité. Une équipe aussi qui est assez spéciale, assez singulière. Celle où tu n'as pas forcément beaucoup de consignes, on va dire. Mais aujourd'hui, là, je pense qu'on a passé cette phase de l'analyse. Là, clairement, on préfère Wijnaldum à Simons, à Michu, qui par exemple ont changé le cours du match contre Lyon. Le mec en plus contre Nantes. Alors, pour revenir vite fait sur ce match, j'ai re-regardé mon débrief, j'ai bien lu vos commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont arraché parce que je suis trop dur avec les joueurs. Parce qu'on a eu des occasions, parce que le match dans le jeu n'est pas forcément catastrophique. Bon, le débrief était fait à chaud, je crois que ceux qui regardent le lendemain ou le surlendemain s'en rendent pas forcément compte, mais bien sûr, j'accuse le coup, j'ai été assez dur. Il y a des joueurs qui ont fait un bon match, mais c'est certainement pas le cas de Wijnaldum. Parce qu'en plus, le mec, à la différence des autres matchs, c'est pas qu'un fantôme. Il te coûte un penalty. Voilà, le 3-0 à la mi-temps. Bref, dans tous les cas, là, je crois qu'il n'a plus rien à faire sur le terrain, en fait, Wijnaldum. Et que tu envoies en ce moment même un très mauvais signal à Xavi Simons, en le titularisant aux côtés de Verratti. Même Verratti, tu vois, ça doit le saouler. Parce qu'en plus, techniquement, ça, on le savait déjà. On ne peut pas faire les surpris. Bon, il peine un petit peu à se connecter avec ses partenaires. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les qualités qu'il était censé avoir, tu as l'impression qu'il les a perdues. Plus de volume de jeu, plus de volume de course. Au duel, je le disais, mais c'est incroyable comment il est mou
1 et comme en 2, le mec se fait bouger. À chaque fois, il se fait fusiller. C'est pire que Messi, qui est plus petit et un gabarit quand même un petit peu moins imposant que Wijnaldum. Même si Wijnaldum, c'est pas non plus Thibaut Inchep. Bref, Draxler, alors, il faisait quelques bonnes prestations. Enfin, bonne, c'est un grand mot. Avant son fameux match, je sais plus contre qui c'était il y a 15 jours. Rennes, ben oui, Rennes. Avant le Real. Où il est tout simplement fantomatique, quoi. Donc là, il y en a ras-le-bol, ça n'évolue jamais, ça fait 5 ans, c'est toujours la même chose avec lui. Tu as ceux qui le fracassent en permanence, ceux qui chaque saison y croient, ah, cette fois c'est la bonne, au final, ça ne l'est jamais, bien sûr. Pochettino lui avait fait une petite confiance dans les grands matchs la saison dernière. Là, c'est pas le cas. Il préfère même le Di Maria actuel, quoi. Le Di Maria cramé. Le Di Maria qui, contre le Real Madrid, t'apporte juste parce qu'il court, quoi. Juste parce qu'il fait le pressing et parce qu'il fait les efforts pour apporter de l'équilibre dans le bloc. Sinon, avec le ballon monotone, prévisible, incapable de te créer une occasion, dans le dernier tiers du terrain, pas du tout un danger, pas du tout arrivé à en créer, et en plus surjoue avec Lionel Messi, isole Achraf Hakimi. Bref, il lui préfère ce Di Maria-là. Même si, bien sûr, je ne remets pas en cause le choix. C'est plus pour taper sur Draxler. Bref, donc concernant Xavi Simons, on a hâte de voir l'issue de ce dossier. Encore une fois, on est à 3-4 mois de la fin. Je commence sérieusement à avoir peur, à me tracasser pour lui. Voilà. Surtout qu'en plus, il était aligné à un poste d'ailier, là où ta MNM est de retour. Et où elle a été prometteuse contre Nantes quand même. C'est vrai qu'on peut en demander plus, bien sûr, qu'un pauvre qu'un pauvre but de Neymar sur une passe somptueuse de Lionel Messi et un penalty manqué. Mais au niveau des occasions, tu les as. T'as le manque de lucidité, le manque de réussite aussi. Hein, les deux sont à mettre dans la balance. Mais dans tous les cas, je trouve quand même que ce trio-là commence un petit peu à être prometteur. On y voit plus clair. Bref, j'aimerais revenir sur les performances de Lionel Messi. Je l'ai dit en début de vidéo, j'ai été très intransigeant, dur aussi avec lui à de nombreuses reprises depuis son arrivée. Là, j'aimerais quand même prendre à contre-courant tout ce qui se dit dans les médias plus particulièrement, parce qu'ils sont très violents avec Messi. Bon, j'irai pas jusqu'à dire ce que Kun Agüero a dit, hein, les médias français sont des connards ou des trous du cul, je sais plus. Non. Mais 3 sur 10 dans l'équipe au lendemain de son match contre le Real Madrid, je trouve quand même que c'est très abusé. Là, il y a quand même une histoire de statut qui pèse beaucoup. Et de l'autre côté, en fait, il n'y a pas de juste milieu. Quand tu atteins l'excellence, tu es vraiment à l'extrême, mais partout, quoi. Parce que d'un côté, tu as l'équipe qui te met 3 sur 10, alors que toutes les occasions, c'est sur une ouverture de ta part. Et de l'autre côté, ceux qui vont te chercher des statistiques, mais de merde, de mètres gagnés pour justement te mettre en valeur. Alors que, bien sûr, les statistiques les plus éloquentes, ce sont les buts, les passes décisives sur la carrière de Lionel Messi. Mais d'abord, j'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'on savait. Prenez les vidéos que je postais en août à l'arrivée de Lionel Messi. On était réjouis, aujourd'hui, bon, on n'a pas la même réjouissance, mais on savait très bien que c'est un joueur qui n'a plus envie tout simplement de marquer, qui veut créer. Maintenant, il va falloir se faire à l'idée que Messi joue un cran plus bas, limite 4e milieu, relayeur contre le Real Madrid, mais combien de fois on l'a vu à ce poste-là? Combien de fois on l'a vu, avec le ballon pour se sortir du pressing parce qu'il est bon dans les 1 contre 1 en Ligue des Champions, pas en Ligue 1 parce qu'il se fait massacrer, et il permettait, en termes d'investissement, de faire du marquage individuel sur le fameux milieu à 3 du Real Madrid qu'on a tenu en laisse, c'est toujours bon de le rappeler. Bref, dans tous les cas, il joue plus bas. Certes, dans le dernier tiers, parfois il force un petit peu le truc, parfois évidemment il y a un manque de réussite et aussi un manque de confiance. Parce qu'il y a des gestes, tu as l'impression que c'est pas Lionel Messi qui les fait. Maintenant, quand c'est plus bas, quand c'est entre les lignes, j'aimerais quand même qu'on loue quelque chose que personne d'autre est capable de faire dans l'effectif. Mettre un petit peu quand même de gaieté, on va dire, dans les circuits de balle. C'est un mot qui est un petit peu caricatural. Mais franchement, sans Lionel Messi aujourd'hui, on se peinerait vraiment à se créer des occasions. Parce que bon, Neymar n'est pas vraiment là. Son match contre Nantes, c'était difficile, hein, perte de lucidité et tout ça. On dit Maria, j'en parle même pas, je l'ai déjà tué un petit peu plus tôt. Mais vraiment, toutes les ouvertures, c'est lui. Voilà, il en a rien à foutre du nombre de joueurs qu'il y a face à lui. À chaque fois, il te trouve en première intention, avec un petit jeu de regard. Kylian Mbappé, par exemple, dans les airs, dans les intervalles, avec n'importe quelle surface du pied. Et ça, j'aimerais vraiment le souligner. En termes d'intensité, c'est pas encore ça, mais il y a une progression qui est à noter aussi. Même si, bien sûr, en Ligue 1, comme je le disais, en 1 contre 1, c'est compliqué. Il n'arrive plus trop à dribbler et à chaque fois, il se fait bousiller physiquement. Voilà, au 1 contre 1. Et là, ça pose une question. Le niveau de la Liga, j'aimerais vraiment poser ça sur la table.
la Liga qui a régressé selon moi ces dernières années. Hein, quand tu les vois là-bas, tous les petits jeunes du Barça qui mettent des buts aux abords de la surface, ah bah c'est sûr que là-bas, les buts en dehors de la surface, t'en vois beaucoup plus qu'en France. Et tu m'étonnes, t'as l'impression qu'il y a une règle qui force les défenseurs à pas intervenir dans un rayon de 2 mètres sur le porteur de balle. Alors qu'en France, les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils te tamponnent. C'est une histoire de philosophie, mais pardonnez-moi, c'est beaucoup plus prononcé en France. Et aujourd'hui, Lionel Messi est l'exemple parfait de ça. Même si, ne soyons pas hypocrites, c'est un chroniqueur, un consultant anglais qui le disait, l'analyse est très simpliste, mais je vais la reciter parce qu'elle est pour moi plus que vraie. Bah, le mec, il commence à se faire vieux, quoi. C'est comme Ronaldo, 37 ans. À un moment donné, c'est des dieux du foot, des mecs qui resteront dans l'histoire à tout jamais, un duo, une rivalité qu'on ne reverra jamais, ça c'est certain, mais dans tous les cas, bah en fait, ils peuvent tout battre, les records, mais pas le temps. À un moment donné, il faut aussi peut-être baisser en exigence avec eux. Il y a aussi la question de l'adaptation. Et personnellement, concernant Lionel Messi, j'en fais pas des louanges, une éloge. Même si je trouve quand même qu'il apporte beaucoup dans cette équipe. Tu l'enlèves, c'est pas la même équipe pour moi. Voilà, je suis très sérieux, mais j'aimerais pas le tourner en termes de louanges. Déjà, j'ai plus envie de lui tomber dessus. En novembre, à l'automne, ok. Là, je trouve quand même qu'il y a eu une montée en puissance et une vraie influence dans le jeu, que j'ai souligné un petit peu plus tôt. Pour faire progresser le ballon, c'est pareil. Le mec, à chaque fois, il gagne des mètres. Alors, évidemment, les groupies sur les réseaux sociaux te mettent ces statistiques de ballon progressé, mais encore une fois, ça témoigne de son importance dans le jeu, surtout avec les mecs qu'il y a autour de lui. Des incapables, tout simplement, avec le ballon, des incapables. Je suis désolé. Voilà, les décalages. En termes de connexion, il arrive à bien trouver des appuis aujourd'hui, par exemple. Il faudrait développer avec Nuno Mendes, hein, à l'opposé, c'est quelque chose qu'il adorait faire au Barça avec son latéral gauche. Il n'a pas vraiment développé encore avec Nuno. Ça, c'est vrai que ce serait bien de le voir. Mais encore une fois, j'aimerais qu'on soit rempli d'espoir avec lui. Personnellement, je suis à fond derrière Lionel Messi et j'ai de l'espoir. Aujourd'hui, c'est de l'espoir. Pas vraiment d'admiration, mais de l'espoir à fond pour cette seconde partie de saison et puis pourquoi pas pour la saison prochaine. Alors il y en a un autre en qui j'ai aucun espoir. Je l'ai mis parce que l'information est succulente, quoi. C'est incroyable. Hein. Leonardo, on va lui tomber dessus aussi. Je parle évidemment de Sergio Ramos. Forfait ce week-end contre Saint-Etienne. Très très peu de chances de le voir contre Nice la semaine d'après. Et très difficile de l'imaginer sur le terrain au Santiago Bernabéu le 9 mars. Et ben voilà où on en est avec Sergio Ramos. 5 matchs joués en 7 mois. Voilà. Alors évidemment, quand il est là, il change la face de l'équipe. Mais quand il est là. Et heureusement, quand il n'est pas là, on a quand même des joueurs qui tiennent la baraque, qui ne mettent pas trop le problème en évidence. Alors, Kimpembe fait une saison correcte, Marquinhos fait sa saison comme d'habitude, Thilo Kehrer, même s'il a été très mauvais contre Nantes, il fait une bonne saison dans son ensemble. Diallo, il a fait 3 bons matchs, donc on ne peut pas dire bonne saison. On espère le revoir après sa CAN. Bref, Sergio Ramos, ça commence à devenir compliqué. Et j'aimerais ressortir une déclaration de Leonardo, c'était à la mi-octobre je crois, quand ça commençait à s'enflammer. Il disait, parce que les médias espagnols nous racontaient qu'il y avait un problème au genou, que le Real l'avait identifié et que c'est pour ça qu'il ne l'avait pas prolongé, lui il a dit, on l'a recruté. Ils disent n'importe quoi, vous rentrez dans leur jeu, nous on sait, nous on savait et on sait tout. Ah bah oui, heureusement que tu devais savoir. Mais du coup, si tu le savais, pourquoi tu l'as signé? Et si tu le savais, bah essaye de corriger ton erreur là. Je pense que la rupture de contrat peut commencer à s'envisager. Les huitièmes de finale, pour moi, c'était la deadline en fait. S'il joue 0 minutes des 180 contre le Real Madrid, qu'on se qualifie ou pas, qu'il joue l'écart ou pas, qu'on aille au bout de la Ligue des Champions, là quand même aujourd'hui la situation est très critique pour Sergio Ramos. 12 millions d'euros par an. Et de l'autre côté, j'aime pas ça, mais c'est pour fracasser la politique du club. C'est pas du tout pour faire les regrets ou le révisionnisme de l'histoire. Mais Thiago Silva, il est homme du match contre Lille en Ligue des Champions avec Chelsea. Il est ovationné à chaque match, Thiago Silva. Il a remporté la Ligue des Champions. On l'a viré au Mercato 2020. On ne savait pas quoi faire. On a recruté Danilo en tant que défenseur central pour pallier son départ n'importe comment, pour derrière recruter Sergio Ramos. Et Leonardo qui pratiquait encore une fois la langue de bois en te disant « Ah, il faut de la jeunesse, il faut de la jeunesse ». Mais quelle jeunesse? Tu recrutes Ramos qui est encore plus vieux que Thiago Silva. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, quel aveu d'échec pour la politique du club. Pour la politique du club, encore une fois. Maintenant, Sergio Ramos en lui-même, on ne peut pas trop lui en vouloir. Il a un problème. C'est vrai que c'est quelqu'un, on ne peut pas mettre en doute, en cause son investissement pour se guérir et tout ça. Je ne remets pas ça en cause du tout. Hein. Voilà, sa communication, très bien, hein, bravo. Le fait qu'il ait saisi une occasion, un contrat en or proposé par le PSG, pareil, on ne peut pas lui en vouloir, bien sûr. Mais là, la situation est très critique. Voilà, j'aimerais juste pousser un coup de gueule contre
la politique du club. Et terminons avec deux chiffres. Deux chiffres, d'abord un qui concerne Marco Verratti, vous l'avez peut-être vu passer, c'est le joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino au PSG en 2022. Il a démarré les 10 matchs du club et il est sorti qu'une seule fois, c'était contre Reims à la 76e minute si je ne dis pas de bêtises. Donc il a loupé qu'un seul quart d'heure de jeu. Et incroyable, tout simplement, ça fait super plaisir de le voir enchaîner autant. Il est homme du match contre le Real Madrid. À tous les matchs, c'est celui qui sort du lot. Sans lui, où est-ce qu'on serait tout simplement? Franchement, ça fait plaisir. Voilà, tout simplement, petit hommage à Marco Verratti. Techniquement incroyable, gros volume de jeu, gros volume de course. Maintenant, à la 60e, il est plus trop cramé. Il est capable de jouer bas. Plus haut, il a trouvé en influence. Il a mis un doublé, je crois, c'était contre Reims, justement. Il arrive à trouver des décalages, se connecter avec ses attaquants. Et surtout, en termes de contre-pressing, il est incroyable. Avant, bon, on le résumait un petit peu à ses tacles et tout ça. Mais quelle activité, mon Dieu! Le mec, c'est un milieu aboyeur qui vient chercher l'adversaire avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité et qui t'apporte tout simplement de la densité au milieu de terrain. Donc il faut souligner le fait qu'il sache tout faire et que le garçon a des références contre tous les milieux d'Europe, hein, que ce soit les clubs ou les milieux individuels. Voilà, il a pissé sur tous les milieux d'Europe. Donc s'il vous plaît, un petit peu de respect. Et enfin, terminons avec Neymar, parce que cette stat est très intéressante depuis 2016. En Europe, c'est celui qui a subi le plus de fautes, 1040. Derrière lui, à titre de comparaison, c'est Lionel Messi, avec 879. Vous voyez déjà un bel écart quand même entre les deux, quasi 200. Mais là où il y a évidemment le point névralgique de l'interprétation de tout ça, c'est que Neymar, il loupe la moitié des matchs. Et ça fait une moyenne de 4,3 fautes subies par match, alors que Lionel Messi en a subi 2,5. Ça fait 2 fautes de plus par match. C'est absolument, voilà, incroyable. Cette statistique, j'aimerais quand même la mettre en avant, surtout qu'en plus, en ce moment, il y a le débat sur l'arbitrage. D'abord parce qu'il a été très mauvais. C'est vrai que Monsieur Le Sage, alors dans le passé récent, il y a le match contre Nantes. Je crois que c'était contre qui, je sais plus. Je crois que c'est Reims en janvier, mais je crois que je dis une bêtise. Hein, où Mbappé s'était plaint. Il avait dit de toute façon, vous ne savez pas arbitrer tout ça. Justement, c'était Le Sage au sifflet. Et il y a d'autres épisodes contre nous où ce garçon a montré tout simplement qu'il n'a pas le niveau pour nous arbitrer. Alors, évidemment, samedi soir, bon, on perd, c'est pas de la faute de l'arbitrage. Hein, c'est pas lui qui a fait la défaite. Non, 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 non. Mais j'aimerais juste signaler pour cet arbitre qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes en sa défaveur aujourd'hui. Et qu'arbitrer le PSG, c'est peut-être un cran trop haut pour lui. Il y a beaucoup de consultants qui le disent. Bref, dans tous les cas, évidemment, l'arbitrage français qui est aussi sujet à la sonorisation des arbitres, c'est Amazon qui le voudrait, la FFF ne s'y serait pas opposé, voilà, je crois que j'ai fait une petite faute de français, vous m'en excuserez. Donc ça fait plaisir, évidemment, on attend la sonorisation des arbitres et puis surtout les petites compilations après chaque match du PSG, des contestations verbales de Marco Verratti. Compilations qui dureront évidemment 3 à 5 minutes en fonction du degré de nervosité, d'électricité sur le match en question. Bref, plus sérieusement, voilà, Neymar, tu peux tout dire sur lui, mais à un moment donné, c'est vrai que ça a aussi un bon côté, hein, obtenir des fautes, même si ça témoigne aussi du fait que c'est vraiment une cible prioritaire et que la plupart de ses blessures, à la différence de Ramos, en fait, c'est sur des coups, quoi. À chaque fois, il se fait marcher dessus. Contre Nantes samedi, pareil, il y a une image, tu la montres à quelqu'un qui n'a pas vu le match, il pourrait te dire il est sorti sur civière et il est reparti pour 3 mois. Mais c'est normal, le mec se fait marcher dessus. Voilà, alors que Ramos, bon lui c'est des blessures tout seul, c'est même des blessures à l'entraînement, des rechutes à chaque fois. Donc là, c'est sûr, c'est inquiétant. Donc voilà, ça me donne quand même un petit peu d'espoir cette dimension-là avec Neymar. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est relativement longue, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Ciao les amis.